L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des mardis de la santé UNIM, organisé par Medscore pour son partenaire, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, nous nous retrouvons tous les 15 jours dans les studios de Medscore où nous invitons des spécialistes pour aborder différentes problématiques qui concernent les professionnels de santé, en particulier les professionnels de la physiothérapie, qui bousculent les pratiques dans le quotidien des thérapeutes et qui tirent aussi l'ensemble des professions vers le haut. Nous donnons donc rendez-vous 2 fois par mois à tous les acteurs de cette filière physio sous forme de plateau télé de 45 minutes en lien avec des phénomènes de marché socio-économiques auxquels ils doivent s'adapter. Alors ces mardis se veulent des rencontres interactives où le débat est ouvert entre nos invités, donc entre vous messieurs, y compris sur d'éventuels points de désaccord si on en trouve. Et nous abordons lors de ces mardis des sujets en lien avec les nouvelles tendances qui marquent l'évolution des pratiques et au-delà des solutions thérapeutiques, nous sommes surtout focus marché. Alors, lors de nos rendez-vous mensuels, nous parlons des tendances marché, de ce qu'elles impliquent tant en contraintes qu'en opportunités. Qu'après avoir déjà parlé sur ce plateau de la psychologie du patient, de sa motivation et de la nutrition, nous allons parler ce soir de réathlétisation et de tests fonctionnels en posant la question: peut-on s'en passer pour le RTS, Return to Sport a priori, et le RTP? Nous en débattrons, Return to Play, Return to Performance, on verra s'il y a consensus sur cette question. Alors, quelques éléments de contexte avant de vous donner la parole, messieurs. Donc, on constate que seulement 28% des patients passent par des tests pour le RTS et le RTP. Or, il y a une diminution de récidive de 60% des risques de rechute si des tests fonctionnels et psychologiques sont validés. Or, pour le sportif de haut niveau comme pour le sportif amateur, il apparaît très souvent un vide dans la prise en charge entre la fin de la rééducation et ce fameux RTS ou RTP. Donc, un point qui semble essentiel est de ne pas apporter de crédit aux délais temporels qui sont basés sur la moyenne du temps de récupération prévu, mais de faire appel donc à ces tests fonctionnels et psychologiques. Donc, faut-il remettre à l'entraînement ou à la compétition des patients qui n'ont pas validé ces tests? On en parlera. Et au regard des données, il semble indispensable de faire passer ces tests dans les pratiques rééducatives. Donc, en plateau à mes côtés pour en discuter, donc le docteur Guillaume Demey. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédiste, spécialiste du genou, donc en particulier sport, arthrose, rotule, dans les détails. Donc, au sein de Lyon Ortho Clinique, à la clinique de la Sauvegarde. Vous avez été président 2021-2022, donc peut-être toujours encore de la Lions School of Clinic Surgery, la LSKS. L'école lyonnaise de chirurgie du genou. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'aime pas les anglicismes sur ce plateau. On en parlera, Grégory, pas de problème. Nous allons franciser ce plateau. Désolé. Donc, société LSKS qui est organisatrice des journées lyonnaises de chirurgie de genou, qui se sont d'ailleurs tenues tout récemment, il me semble. Vous êtes également membre du bureau de la SFHG. Donc, Société française de chirurgie de hanche et du genou. Parfait. Et membre du bureau de l'ECA, session SK. Société européenne de chirurgie. Merci pour votre aide, je n'avais pas tout retenu. Grégory Marquet, vous êtes préparateur physique, ex-top 14 si je m'abuse, responsable du département performance Neurovision Consulting à Genève et cofondateur de
XLS Training et Science. C'est ça. C'est tout bon? Tout bon. À vos côtés, Gilles Hoppler. Donc vous êtes docteur en sciences du sport chez Réathlétique depuis 1 an, après un cursus STAPS au centre de préparation physique à Dijon, où vous avez également effectué une thèse de doctorat sur le système neuromusculaire. Et les étirements. Et les étirements. Voilà. Et les étirements. Ma fiche n'était pas à jour, mais sur les étirements. Et avec nous en visio, Rémi Bouvier. Donc vous êtes rugbyman de Fédéral 2. Vous avez passé les tests Keystart, donc nous aurons l'occasion de parler en mars 2022. Et vous reprenez actuellement après une réathlétisation du genou justement chez Réathlétique. Donc vous avez 32 ans, vous vous êtes blessé le 17 août 2021. Alors on en parlera plus tard dans un contexte un peu particulier, chaos, commotion, dépression. Vous nous préciserez un petit peu l'état dans lequel vous étiez au moment de cette blessure. Et vous avez été opéré le 2 septembre. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes adjoint de direction chez Leclerc Sport. Peut-être ce qui vous a aidé à faire autre chose que de la rééducation. Et donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre à toutes les questions que vous vous posez, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aude Penel. Donc, Aude, vous représentez pour nous l'UNIM, donc notre partenaire pour ces Mardis de la Santé. Alors, pour ceux qui par hasard ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et que fait l'UNIM justement pour ses adhérents? Bonjour Nathalie. Alors, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est constituée il y a à peu près 45 ans par des professionnels de la santé avec un double objectif, celui de défendre les intérêts des professionnels de santé, mais également d'aller négocier les meilleures prestations d'assurance à titre privé et professionnel, que ce soit en prévoyance, emprunteur, complémentaire santé et également des garanties croisées entre associés. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre un petit cas pratique pour nous permettre de comprendre finalement plus concrètement vos actions? Bien sûr. Alors, l'UNIM a négocié auprès d'un assureur de référence qui s'appelle Allianz des contrats qui lui sont spécifiques avec des garanties qui sont particulièrement adaptées donc à la profession, aux professionnels de santé et notamment aux kinés. Et le champ d'intervention le plus classique, on va dire, c'est celui de la prévoyance. Alors, à quoi ça sert une prévoyance? Une prévoyance va intervenir soit en arrêt de travail, soit en invalidité partielle, voire en invalidité totale, pour venir compléter les revenus du régime obligatoire, donc de la Carpinco pour les kinésithérapeutes. Et puis, dans les cas les plus graves, le décès par exemple, une prévoyance va avoir pour objectif de maintenir finalement le niveau de vie du conjoint survivant, des enfants, notamment par le financement des études, mais également permettre aux associés, lorsque les kinés travaillent en association, et c'est de plus en plus le cas, d'aller permettre le financement, en tout cas le rachat des parts du cabinet de l'associé disparu. Merci beaucoup pour cet exemple très concret, très pratique, comme on le demandait. Alors, comme tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier à nos auditeurs à la fin de cette émission. De quoi va-t-on parler ce soir? Alors, ce soir, on va parler de la loi Lemoine. Alors, la loi Lemoine, on en a beaucoup entendu parler dans la presse ces derniers temps. C'est une loi qui va concerner l'assurance emprunteur. Et on va voir dans quelle mesure les différentes lois successives, j'ai envie de dire, ont pu permettre cette ouverture au marché et donc pour le consommateur de faire des économies substantielles. Donc, on rappelle les objectifs de cette émission. Donc, au-delà de la rééducation, la réathlétisation. Au-delà de la réathlétisation, les tests de validation. Alors, que sont-ils? À quoi servent-ils? Sont-ils indispensables? Lesquels sont-ils les plus pertinents, les plus importants? Quelle est leur complémentarité? Et nous suivrons 3 axes ce soir. Donc, déjà, nous interroger sur les risques de reprise sans ces tests. Y a-t-il un consensus de définition des meilleurs critères de reprise? Et puis, qu'est-ce qu'un bon rééducateur? On en parlera aussi avec vous. Donc, ce sont nos 3 axes sur lesquels vous allez vous positionner tous les 4. Donc, première grande question, quels sont les risques de reprise sans test de validation? Donc, après avoir rappelé aussi quels sont les tests disponibles. Et première question à tous, petite précision lexicale. Quelle est la différence entre le RTS, le RTP? Comment vous les définissez? À qui? Grégory.
Alors, return to sport, pour moi, c'est un terme un peu global. C'est le sport en général. Donc, je pense qu'on ne va pas parler forcément des sportifs de haut niveau. On va parler de monsieur tout le monde qui a eu malheureusement une chirurgie ou autre chose et qui revient à, je ne dirais pas de la compétition, mais à une activité et qui peut reprendre sans problématique. Alors, suite à des tests ou pas, ça c'est à définir. Et pour moi, le RTP, alors moi je l'appelle Return to Play. Et je fais la différence entre le return to play et le return to perform. Parce que le play, c'est j'ai un go, je peux recommencer à jouer. Mais ça ne veut pas dire que je suis à 100% de mes moyens physiques, je suis à 100% de mes moyens mécaniques pour travailler. Mais physiquement, je ne suis peut-être pas prêt à enchaîner toutes les performances que je faisais avant ma blessure. Donc pour moi, c'est la nuance que je donnerais sur return to play et return to perform. Après, voilà. Étant pas très angliciste sur les termes, je pense que je vais éclaircir le truc tout de suite. Hein. Je pense qu'en France, on sait travailler. Il n'y a pas que les anglo-saxons qui savent travailler. Et qu'avant toute cette période, avant les années 2000, on n'avait que des termes français et qu'on savait les utiliser et qu'on a l'impression de se donner un style avec tous ces termes anglais. Donc à un moment donné, bon voilà. C'est un peu très bien, voilà. Très bien, voilà. Je trouve qu'on sait faire on sait bosser en France. Voilà. Tout à fait. Et donc voilà, il faut respecter la langue française. Si on Parfait, peut. on est d'accord, on est d'accord. Alors, est-ce que tous les trois, vous adhérez à ces définitions? Quelles nuances vous souhaitez y apporter? Est-ce que vous les concevez? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Grégory. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre le retour à l'entraînement et le retour à la compétition. Et justement, ces tests de retour au sport vont nous permettre de savoir si la personne est apte ou pas à revenir à l'entraînement, donc sans gros déficit. C'est un peu comme si on remettait une personne à zéro avec la réathlétisation. Et ensuite, on aura notre phase de préparation physique spécifique qui va nous permettre d'arriver sur un retour à la compétition ou un retour à la performance. D'accord. Toujours sur ce petit point lexical, donc en gros, sport, c'est l'activité physique et le P, c'est la performance, c'est la compétition. Oui, moi je dirais que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a le retour à l'entraînement, où là le sportif va retourner sur le terrain, s'entraîner. Donc déjà, ça va lui faire vraiment du bien de retourner sur le terrain et de retrouver voilà, ce travail sportif. Mais il n'est pas du tout prêt à reprendre son activité sportive. Il y a le retour au sport, où là, il va recommencer à faire son sport, mais il n'est pas encore en sécurité. Donc je pense qu'il y a des risques de blessures, il y a des risques qu'il se blesse de l'autre côté aussi. Et il n'y a pas l'endurance suffisante. Et puis, il y a vraiment le retour à la performance où là, on a un petit peu tout récupéré, dont l'endurance. Je dirais qu'il y a cette notion d'endurance et de fatigabilité qui est importante pour cette performance. Très bien. Et donc, avec nous, Rémi. Donc, Rémi, vous êtes donc du coup dans le RTP, si je ne m'abuse. Est-ce que vous allez nous résumer un petit peu votre parcours et où vous en êtes aujourd'hui dans le retour sur le terrain? Alors, moi, avant tout, c'est vrai que le sport performance, comme on l'appelle compétition, il peut être également en tant qu'amateur, mais aussi en tant que professionnel. Nous, il faut savoir qu'en Fédéral 2, on est des amateurs qui aimons quand même la compétition. Mais c'est vrai que le fait on a un travail à côté, on ne fait pas que du sport toute la journée. Donc, le contexte, il est aussi un contexte externe. En fait, quand on vient à l'entraînement, ou qu'on vient pendant les matchs, c'est pour retrouver les copains, c'est pour prendre du plaisir, pour faire du compétition également, mais c'est surtout prendre du plaisir. Et à côté, en fait, quand on est contraint à la blessure, du coup, effectivement, on est obligé quand même d'aller travailler et de faire en parallèle le travail avec la réathlétisation, la rééducation et surtout les soins. Moi, il faut savoir que voilà, c'est adjoint de direction, donc j'ai quand même un boulot assez prenant du lundi au samedi, avec des contraintes, des responsabilités, des problèmes. Voilà. Donc, quand on vient à l'entraînement, on vient pour se faire plaisir, pour enlever aussi tout ça et gommer les problèmes de la journée. Alors, il n'y a pas que des problèmes, bien évidemment, mais on vient aussi pour gommer les problèmes de la journée et on vient pour faire plaisir. Sauf que inconsciemment, la psychologie fait que ces problèmes, on ne peut pas forcément les gommer. Et le corps prend tous ces problèmes et avec un peu de fatigue, avec un peu d'énervement, avec aussi une hygiène de vie qui n'est pas forcément très bonne. Voilà, on saute un repas, ou alors on ne mange pas à la même heure, on ne dort pas correctement, on va boire un coup avec ses copains, on rentre tard. Voilà, tout ce genre
genre de choses en fait fait qu'on diminue le corps et on diminue la performance. Donc par rapport à tout ça, moi en fait j'ai fait un gros KO en 2019 qui m'a contraint à passer des tests à plusieurs fois. Si vous permettez, on y viendra un petit peu plus tard sur le contexte justement de la blessure qui n'est pas arrivée comme ça n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc on y revient un petit peu plus tard. On continue sur le taux Guillaume, donc le chirurgien est donneur d'ordre. Il y a 20 ans, on ne s'embêtait pas avec les tests. Le chirurgien indiquait la date de reprise en mois, en fonction du temps de consolidation prévu en post-opératoire. Alors, quelle a été l'évolution en 20 ans pour rejoindre aussi ce qui concerne Rémi aujourd'hui, et quelles sont vos préconisations aujourd'hui concernant ces tests de validation et les protocoles à suivre? C'est vrai qu'avant, on décidait de la reprise du sport de manière un peu dogmatique. On prenait en compte la ligamentisation du ligament, hein, puisqu'on fait une greffe d'un ligament croisé avec un tendon qui va se ligamentiser. Et il y a pas mal d'études qui ont montré qu'il fallait au moins 6 mois pour cela. Et donc, c'était une reprise de sport qui était après 6 mois et en général à 9 mois. Mais on avait très peu de moyens pour savoir si le patient reprenait en sécurité. Donc, il y avait les examens cliniques, les examens paracliniques pour mesurer la laxité. On vérifiait que, bien sûr, le patient le sportif avait un genou stable. Parfois, on faisait aussi des IRM pour vérifier la maturation de la greffe, sa ligamentisation, et après, on autorisait la reprise sportive. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de taux de re-rupture, d'échec de ligamentoplastie. Il y a des études qui montrent même parfois jusqu'à 20% ou plus de re-rupture sur certaines populations de sportifs. Voilà, c'est des sportifs très jeunes ou alors dans certains sports. Chez les femmes aussi, il y a plus de re-rupture dans les sports comme le handball. Donc voilà, et donc c'est très difficile pour un chirurgien aussi d'annoncer aux sportifs et aux patients qu'il a un échec de sa chirurgie et qu'il va falloir recommencer la chirurgie. Donc tous les moyens sont bons pour améliorer ces chances de succès. Et c'est apparu progressivement les tests isocinétiques, hein, je pense qu'on va en reparler après, et les tests fonctionnels depuis plusieurs années, qui sont vraiment des bons moyens d'améliorer la reprise sportive en sécurité. Alors, Jules, les délais temporels théoriques qui sont basés donc sur la moyenne pour les temps de récupération prévus, en fait, le patient, souvent, il n'est pas prêt. Alors, pourquoi faire, selon vous, appel à ces tests à la fois fonctionnels et psychologiques, et quel va être leur objectif final? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a des délais temporels qui sont très largement utilisés. On a encore dans la littérature beaucoup d'études qui n'utilisent que ce critère-là pour autoriser le retour au sport. Et donc, on a souvent des reprises qui sont faites sans évaluation. Donc ça, c'est vraiment une problématique puisque chaque patient est différent. L'implication du patient n'est pas la même. La blessure, parfois, n'est pas la même. On peut avoir des blessures associées. On a des déficits musculaires de l'appréhension qui peut être différent en fonction du patient. Et donc, il y a vraiment un intérêt à mettre en place d'autres critères objectifs pour être sûr de bien avancer dans le bon sens. Et ça va permettre d'objectiver le retour au sport. Et on a des études qui montrent que passer des tests de retour au sport, ça améliore le taux de retour au sport et ça diminue également le risque de blessure, de re-rupture. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Athletic et Senti, notamment le test K-Start. Donc Start pour Senti Athletic Return to Sport et K pour l'articulation, donc le genou. Et ça, c'est une batterie de plusieurs tests, 7 tests, donc un test psychologique, 6 tests physiques. Et ça va évaluer en fait différents critères qui sont importants dans la prise de décision de retour au sport. Donc on a notamment l'évaluation de l'appréhension de la personne à reprendre son activité, l'évaluation du contrôle neuromusculaire, l'évaluation des déficits controlatéraux sur des tests de saut, et ou encore la motricité. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment très important de mettre en place un maximum de critères pour s'affranchir en fait de ces délais temporels. Alors, Grégory Marquet, quand on a préparé cette émission, on a dit, pour vous, oui, il y a l'aspect physiologique, psychologique, mais quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, c'est la représentation
normale, la neurocognition, partant du constat que quelqu'un qui est en dehors du terrain ou d'une piste pendant un certain temps n'a plus non plus la même représentation spatio-temporelle et cognitive. Expliquez-nous un petit peu et puis comment on teste ça surtout. Je pense en fait que c'est pas, je pense que c'est pas encore fait nulle part, dans la mesure où c'est vrai qu'on a besoin d'évaluation, que ce soit de tests physiologiques, de tests psychologiques, tests mécaniques, tout ça c'est évident qu'il faut le faire et que c'est vraiment une plus-value pour un retour en sécurité au moins au sport, et puis après à la performance, il y aura d'autres critères qui seront certainement discutés après. Mais il faut s'imaginer que quand un sportif sur une lésion des croisés, il reste entre 7 et 9 mois arrêté, entre guillemets, coupé de l'équipe. Il revient que tardivement sur le jeu et le travail collectif. Et pendant cette période-là, il n'y a pas le traitement d'information qu'il a pendant les périodes où il est en entraînement collectif. Et donc du coup, l'idée, ce serait peut-être aussi de se dire qu'un jour, j'ai besoin de savoir comment il était avant, sur la capacité d'analyser les choses, sur son plan de jeu, sur sa capacité de traiter un certain nombre d'informations. Et puis après, de réévaluer ça une fois qu'on a fini l'encadrement et le retour, pour le retour au moins au sport. C'est-à-dire que dans ce qu'on a préconisé comme travail, on n'est plutôt pas trop loin de ce qu'il était capable de faire avant. Et s'il y a un gap, il y a quand même quelques risques, notamment au rugby, je pense aux commotions par exemple, de reprendre dans un environnement où ça peut aller plus vite parce que lui, il a raté 9 mois, qu'on est en fin de saison. Il s'est pété en début de saison, il arrive en avril, il peut reprendre. Mais en avril, tout le monde est à peu près sur des standards de fin de saison pour préparer les phases finales. Et lui, il reprend comme s'il reprenait une pré-saison, quoi. Et il y a quand même un petit décalage important sur ce traitement d'information. Et donc, peut-être que finalement, il peut y avoir des problématiques derrière. Alors, si on se résume, on va dire que les tests physio, entre guillemets, c'est pas très compliqué, une pliométrie, vous mesurez l'angle, tout ça va, c'est technique, vous prenez la mesure, c'est bien. Psycho, c'est un questionnaire, déjà là c'est un peu plus subjectif, parce que test psychologique, vous pouvez nous en dire 2 mots, mais en tout cas, la troisième partie, la neurocognition, à mesurer, c'est un peu coton. Oui, alors... c'est pas si facile que ça de mesurer tous les tests parce qu'il faut de l'appareillage, il faut standardiser, il faut trouver les protocoles qui soient correspondants pour tout le monde en relation avec ce que le médecin, le chirurgien préconise en termes de travail de reprise et puis les délais à respecter. Mais il existe des outils aujourd'hui cognitifs qui sont utilisables en amont, en aval, pendant la situation pour voir dans quelle mesure on est capable d'objectiver les retours à la performance via la partie cognitive. Chez Réathlétique, sur la partie psycho, donc c'est un auto-questionnaire, c'est comment ça se... C'est un questionnaire qui s'appelle l'ACLRSI, donc c'est un questionnaire qui a été validé scientifiquement. C'est un questionnaire très simple de 12 questions. Le patient a la possibilité de répondre pour chaque question entre 0 et 10. Et on a un score finalement sur 100 qui nous donne un aperçu de son appréhension à la reprise de l'activité, voire de la compétition. Rémi, à quel test vous êtes soumis et quelle en a été votre expérience? Comment vous les avez vécus? Est-ce que ça a plutôt été rassurant, inquiétant, censurant, encourageant? Et donc, effectivement, on l'a un petit peu évoqué rapidement, cette blessure, elle est arrivée dans un contexte très particulier où vous n'étiez peut-être pas forcément au meilleur de votre forme non plus. Oui, effectivement, c'est tout. L'enjeu, quand on reprend une saison, on revient avec toujours un peu de poids, avec l'envie, mais pas forcément avec les atouts physiques qui vont avec. Donc, effectivement, moi, je me suis blessé au tout premier entraînement de la saison. J'avais quelques kilos en trop. Et du coup, après, opération. Et au bout de 6 mois, on repasse les tests. Donc, c'est les tests physiocinétiques et le test CATAR qui est dans la foulée. En fait, quand on prend rendez-vous, on s'est opéré au bout de 15 jours, on a rendez-vous avec le chirurgien et le médecin pour savoir comment s'est passée l'opération, pour voir si on reprend un petit peu, si la cicatrisation est bonne, etc. Et en fait, le temps se multiplie par 2. Donc 15 jours, après 3 semaines au départ, après 1 mois et demi, et après 6 mois. Et au bout de 6 mois, en fait, on repasse des tests. Donc le test CATAR pour voir si on est apte à reprendre l'activité. Donc moi, j'ai passé les tests en mars et il s'avère qu'ils étaient catastrophiques. Donc en gros, j'ai eu 40% sur 100, d'où en fait
mon initiative de faire la réathlétisation interpétique pour repasser des tests. Du coup, il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi de ça, qui se sont avérés plutôt positifs, puisqu'effectivement, il me manquait un petit peu de rééducation et de réathlétisation pour pouvoir revenir sur le terrain et pouvoir retoucher un petit peu la compétition. D'accord, merci. Alors là, on a bien compris du coup l'intérêt de tous ces tests. Si on se résume là sur cette fin de première partie, les vrais risques du coup de ne pas les faire, donc on a compris, de se reblesser, c'est quoi les... Si je peux commencer, le risque c'est de effectivement casser le greffon, la greffe du ligament croisé antérieur. Donc casser votre boulot quoi. Et oui, et puis pour le patient et le sportif, c'est dramatique parce qu'on repart tout à zéro et voilà. Après, il y a ce risque-là qui est vraiment important et il faut savoir que la majorité des gens qui recassent, c'est l'année de la reprise. C'est là c'est les 3/4, c'est l'année de la reprise du sport. Donc c'est vraiment un moment charnière très important. Donc c'est pour ça qu'il doit être guidé par ces tests et mis en confiance aussi par des tests qui sont positifs, qui sont bons, avec des bons résultats. Mais si le test est mauvais, il ne faut pas non plus que le sportif soit découragé. Donc il faut qu'il soit toujours accompagné et donc ça doit le motiver pour progresser. C'est pour ça qu'il faut aussi faire les tests assez tôt. Il ne faut pas les faire à la fin de la rééducation en se disant il y a trop de déficits, il faut commencer assez tôt. Donc les premiers tests que nous réalisons à la sauvegarde sont faits à 3 mois et c'est ce qui est en général fait. On pourra sûrement en discuter avec des tests fonctionnels à 3 mois. Donc on commence assez tôt à évaluer ça. Et le risque aussi, c'est de blesser l'autre côté. Le genou contralatéral, il y a à peu près 20% des gens qui on le sollicite davantage, donc c'est pas illogique. Le ligament contralatéral, donc c'est énorme. Il y a beaucoup plus de gens qui cassent l'autre côté qu'ils ne cassent le côté opéré. Et le risque de blessures musculaires, cartilagineuses, voilà. Donc l'idée des tests, c'est de protéger le patient pour éviter tous ces risques-là. Consensus sur ces risques-là, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est tout à fait juste. Pour moi, c'est clair. Donc Rémi, attention aussi à l'autre genou, parce que celui-là, il est tout réparé, mais... On croise les doigts. Oui, mais pas trop les genoux par contre. Non, oui. Donc, en résumé, l'objectif des tests, c'est de mettre des critères les plus objectifs possibles pour s'affranchir des délais temporels. Alors, après avoir évoqué les risques de reprise sportive et ou compétitive sans les tests de validation, explorons s'il y a un consensus dans la définition des meilleurs critères de reprise. Et donc, c'est l'objectif de notre deuxième partie. Y a-t-il un consensus dans la définition des meilleurs critères de reprise? Alors, quel va être le plan d'action Grégory. Je pense que c'est plutôt au docteur de démarrer parce que tout va partir de lui en fait. Eh bien, vous êtes le donneur d'hôte, c'est vous le... C'est moi le moins spécialiste des... Oui, mais c'est vous qui donnez le là. C'est vous qui dites quoi qu'on fait. Je peux vous donner l'expérience qu'on a à la clinique de la sauvegarde, donc, qui est assez similaire. On n'utilise pas tout à fait le CASTART, on a d'autres batteries de tests, mais c'est très similaire. Donc il faut valider effectivement la partie subjective. Donc le patient doit se sentir en confiance. Et le côté psychologique est très important, mental en tout cas, est à prendre en compte, donc doit être traité. Il y a la partie neuromotrice, donc analyse du mouvement, des réceptions de sauts, etc. Donc ça, il faut que ça soit validé avec vidéo, de manière visuelle, et donc il faut un bon schéma de réception. Donc ça part aussi beaucoup de la hanche, de la cheville. Donc il faut que les articulations sus et sous-jacentes soient bonnes. Il faut que ça soit symétrique. L'analyse après des sauts, il y a une grosse partie d'analyse de sauts. Il faut qu'il y ait peu de différence entre les deux genoux. Donc je pense qu'on discutera après est-ce qu'il y a un consensus, mais en général, nous, c'est moins de 10% de déficit. Il faut être au moins à 90% par rapport au genou contralatéral. Et c'est aussi normé par rapport au poids du patient pour l'analyse des forces, notamment avec les tests isocynétiques. Il faut qu'il y ait moins de 10% de différence entre les deux genoux, le genou sain et le genou opéré, pour être en sécurité et avoir un effet protecteur des tendons et des muscles. D'accord. Merci. C'était très clair. Est-ce que du coup vous adhérez à ces critères? Jules, Grégory, Rémi, qui veut réagir?
Nous, effectivement, on a ce schéma-là. Alors, effectivement, on a les tests. Bon, il y a les tests cliniques qui sont réalisés par le staff médical. Et on a aussi les tests de force, donc sur dynamomètre isocinétique. On est également sur des tests fonctionnels, donc avec le CASTART. Et là, effectivement, on cherche à avoir moins de 10% d'écart entre les deux jambes. Et voilà, après, peut-être que Grégory pourra ajouter, je ne sais pas, justement, l'intérêt de mettre en place des tests un petit peu plus écologiques. Alors, quelle va être la concertation entre les différents acteurs? Alors moi, c'est plus de ça que je voulais parler. Oui, voilà. Je pense que celui qui donne le go, c'est le chirurgien. Au départ, il dit, bon voilà, moi j'ai fait mon boulot, j'ai opéré, la deadline c'est X semaines, X mois, en fonction de ce qu'il a rencontré comme problématique. Maintenant, on connaît à peu près les délais, mais c'est lui qui est garant de tout ça. Derrière, il y a normalement une équipe médicale qui est mise en place. Alors, certainement pas pour Rémi, malheureusement, parce qu'il a peut-être pas la chance d'avoir un staff complet autour de lui, ce qui est un peu logique, quoi. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus admiratif de ces gens-là, parce que ils veulent s'en sortir et ils se donnent les moyens après leur boulot de trouver les gens, les structures. Donc je vais en venir à ce que je voulais dire. Chez les sportifs de haut niveau, ils ont tout sur un plateau, il y a tout sur place. Donc le chirurgien, il parle avec le médecin du club. Le médecin du club, il donne les informations au staff médical. Les kinés, responsables, ostéo. Les kinés, ils sont sensibilisés? Ah oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Ouais. Ah ben, ils sont quand même garants de la première partie. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a un continuum qui se construit avec le médecin, les kinés et les préparateurs physiques, notamment celui qui est en charge de la réathlée. Et l'idée, c'est de dire, bah, écoutez, voilà, on a une deadline qui est de celle-là. Combien de temps je passe dans la première partie et puis si ça avance plus vite, bah, tant mieux, on passe à l'étape 2. Comme vous disiez, c'est pas un espace-temps, c'est plutôt en fonction des étapes franchies, on avance, quoi. On fait pas perdre du temps à quelqu'un qui est déjà prêt. Chaque étape pour passer à la suivante. Exactement. Et donc pour arriver à la finalité, c'est de se dire que il y a un moment donné, le kiné il est à 80% engagé, le prépa à 20% sur la partie réhabilitation et réathlétisation derrière. Et puis au fur et à mesure, la bascule est inverse pour arriver jusqu'au terrain et reprise d'entraînement, plus reprise à la performance après derrière. Alors, on dit les kinés, eux, ils sont sensibilisés, mais alors là, on ne parle pas que des kinés des staffs, les kinés de manière générale, ceux qui... Alors ça, je pense que oui, parce qu'ils ont une formation, voilà, c'est leur boulot tous les jours, ils envoient des pathologies comme ça. Après, la problématique que je pense que Rémi a dû rencontrer, c'est la communication entre les différents intervenants. Alors je ne sais pas s'il y a un préparateur physique au club, mais je ne suis pas sûr que dans toutes les étapes, tout le monde a été au courant de tout. À la sortie du chirurgien, de se dire, ben voilà, j'ai tant de délais, et quelles sont les étapes? Est-ce que le prépa travaille avec le kiné? Est-ce que le kiné travaille avec le prépa? Ou c'est chacun dans son coin? Et c'est là la plus grosse problématique pour ces personnes-là. On va le laisser répondre d'ailleurs. Comment ça Effectivement, c'est vrai, parce que du coup, nous, on a un préparateur physique, mais le préparateur physique, c'est la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il est là, c'est pas son vrai métier non plus, il fait sa prépa physique à côté, en tant qu'entrepreneur ou par exemple dans des centres. Et du coup, effectivement, donc, lui, il est là, il a, on va dire, un petit salaire, entre guillemets, pour prendre et faire ce qu'il peut pour le petit amateur, le bon niveau amateur, on va dire. Et du coup, derrière, effectivement, il ne peut pas s'occuper que d'une personne ou que de deux personnes qui reviennent de blessure. Il est obligé de s'occuper de tout le groupe. Alors, certes, quand le coach prenne le terrain avec tous les joueurs, lui, il peut s'octroyer 30 minutes, 40 minutes pour refaire de la réactivation, faire bosser sur ce qu'il faut bosser. Mais c'est vrai qu'on n'est pas moins bien pris dans ça. Ce qui est normal aussi, ça qui est normal. Mais oui, effectivement. Au final, sortir, on va se le chercher. Ouais. Non, j'arrête, ou alors je continue et je fais en sorte de trouver les moyens et faire en sorte d'aller voir les bonnes personnes pour s'en sortir. Au final, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, tout à fait. Et au final, c'est l'intérêt d'avoir des personnes comme Jules, justement, avec des structures privées, qui peuvent aider toutes les personnes qui ne sont pas forcément professionnelles et pris en charge à tous les niveaux. Mais par contre, dans des étages inférieurs où ça mériterait d'être professionnalisé, d'avoir des personnes qui puissent rendre ce genre de service et de compétences, je pense que c'est vraiment une utilité. Et donc, en effet, ils sont obligés de se tourner vers des gens comme lui ou des structures comme la sienne pour arriver à leur fin. Parce que malheureusement, comme il l'explique, et c'est le cas dans tous les clubs, il ne faut pas se leurrer, c'est pas que le sien, mais la logistique, elle est très délicate, quoi. En fait, on ne se rend pas compte des corps de métier qui sont engagés et de l'importance de ces corps de métier.
Pour la plupart des gens, un kiné, il est là pour faire des massages, voilà, et un préparateur physique, il est là pour siffler dans un sifflet, faire lever des barres, point barre. Non, mais un peu caricatural, mais pas loin. J'image un peu, mais c'est un peu ça. Et le chirurgien, il est là avec son scalpel, il fait son truc et terminé, quoi. C'est pas tout à fait ça, la logique. C'est un peu caricatural, mais on n'est pas loin de ça. Est-ce que c'est utopique d'imaginer qu'on puisse avoir, parce qu'il y a que dans les vrais staffs, les vraies équipes, où du coup on a toute la panoplie, hein, on a toute la tripotée de tests qui vont bien. Or, il y a de plus en plus de personnes qui sont à un haut niveau en sport, même si elles ne sont pas en compétition. Bien sûr. Du coup, c'est utopique d'imaginer qu'on puisse... je pense pas. Non, je pense pas non plus. Et je pense qu'il y a une étape qui est essentielle aussi. Hein. Pour avoir un bon continuum, un bon encadrement du début à la fin, et améliorer cette communication entre ces différents acteurs, c'est aussi de mettre en place des bilans, des tests assez régulièrement pour justement valider ces étapes et ça va aider la communication entre ces différents acteurs. Utopique, je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui que l'encadrement, c'est la plus grosse différence qu'il y a entre un sportif pro et un sportif amateur. Et les chiffres de retour au sport sont bien meilleurs chez les sportifs amateurs, chez les sportifs professionnels. Ouais. Par contre, quand on compare des sportifs professionnels et des sportifs amateurs qui ont eu un encadrement, on est quasiment sur un taux de retour au sport qui est quasiment similaire. Donc ça montre bien l'intérêt d'avoir un encadrement et un continuum sur les différentes phases. Alors, par rapport aux critères de reprise, est-ce qu'il y a toujours consensus entre les différents acteurs, et entre les professionnels, et aussi consensus entre les professionnels et le sportif? Alors, pour le monde pro, c'est obligatoire. Il y a consensus, et puis c'est le médecin à la fin qui dit, avec l'accord du chirurgien qui revoit la personne à plusieurs étapes de la rééducation, bon là, go, il peut reprendre cette activité-là. Alors après, performance, ça c'est les entraîneurs qui décident de le faire jouer. Mais tout le monde a validé toutes les étapes, on est bien sûr que c'est OK. Et malgré ça, on peut avoir quand même encore des problématiques, c'est pas un souci. Mais par contre, tout le monde a fait son boulot et il y a un consensus. Après, pour les amateurs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus compliqué. Parce que justement, s'il n'y a pas de communication ou que les médecins de club ont du mal à trouver des kinés pour travailler avec eux ou des prépas pour travailler avec eux, c'est plutôt la sensation du joueur qui va prédominer et puis l'entraîneur qui va lui dire « Bon, mais j'ai besoin de toi ce week-end, mon grand, on y va, quoi ». Et alors que c'est pas forcément le cas, quoi. Rémi, vous avez toujours été en phase avec le staff médical par rapport aux critères de reprise. Est-ce que votre ressenti correspondait à leur évaluation ou il y avait divergence? Non, bien sûr, il y avait concordance. Bien sûr qu'on a envie de revenir après un an d'arrêt. Le sportif, il va entre guillemets pas mentir, mais il va toujours faire en sorte d'insinuer les entraîneurs et les préparateurs physiques à dire c'est bon, je suis bien, regarde, les tests sont bons, moi j'ai envie. Mais voilà, entre ce qu'on a envie et ce qu'on est, on va dire, dans la performance, qu'on est physiquement prêt, et il y a deux étapes quand même. Mais après, c'est vrai que ces tests sont faits pour rassurer, pour aussi rassurer ou l'inverse, en disant, voilà, mais le ressenti que nous on a, moi personnellement, dans le cas personnel, voilà, j'avais envie de jouer. Si jamais coach, je vais être prêt pour le début de la saison, je vais être bon, vous allez voir, je vais même revenir avant. Mais en fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on met vraiment, réellement, complètement différent. Voilà. Donc, et la psychologie fait en sorte aussi que qu'on est bien, pas bien, qu'on a envie de reprendre ou pas reprendre, mais aussi le physique et ces tests-là confortent en fait qu'on est réaliste. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter par rapport aux critères, aux prises? Quel est votre... Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, la littérature est assez d'accord sur tous les critères à utiliser. Après, est-ce que c'est mis en place partout? Non. Effectivement. Voilà, c'est l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser tout le monde à tous ces tests-là. Moi, je dirais, là où il y a débat, en tout cas dans ma pratique, même avec beaucoup de sportifs amateurs, c'est lorsque les tests sont bons et qu'on est très tôt dans le processus de rééducation. Est-ce qu'il faut autoriser le sportif à reprendre plus tôt que la normale en comparant avec tous les autres patients? Est-ce que c'est bon ou pas? Ça reste à débattre. Et puis, à l'inverse, le test qui est vraiment mauvais, tardivement. Qu'est-ce qu'on fait?
le sportif attend de reprendre. Ça fait 9 mois, 1 an qu'il n'a pas repris le sport. Et peut-être que des fois, il faut l'autoriser quand même, parce qu'on peut. D'accord. Oui, il y a les deux. Voilà, ça fait débat, à mon avis. Globalement, on se rend compte que quand le délai théorique il est passé, on n'est pas complètement prêt et il faut continuer. Mais il y a aussi le cas inverse où justement, qu'est-ce qu'on fait si le test était pas mauvais. Merci beaucoup. Donc après avoir parlé des critères de reprise, nous allons parler de l'itinéraire d'un rééducateur averti. Alors il y a plein de termes qui vous dérangent, mais ça tombe bien, vous êtes sur le plateau pour en discuter. Donc plutôt, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'un bon rééducateur. Ce rééducateur peut-il être suffisamment averti et quels sont les itinéraires possibles. Et nous poursuivons cet échange juste après une courte vidéo de l'UNIM. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors, troisième axe, qu'est-ce qu'un bon rééducateur? Ce rééducateur peut-il être suffisamment averti? Quels sont les itinéraires possibles? Alors, selon chacun de vous, qu'est-ce qu'un bon rééducateur? Comment le devient-on? Grégory, je sens que vous avez envie de vous exprimer sur la question. Je vais pas monopoliser la parole tout le temps, mais. Non, on va la faire tourner. Mais non, oui, je pense que, enfin, je sais pas si on peut dire qu'un bon rééducateur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais averti parce que, comme le corps évolue et comme le disait justement le docteur, on peut avoir des problématiques jusqu'au 9e mois et pour autant on a envie de reprendre et on ne sait pas comment ça va se passer. Puis on peut être super tôt et donc là, le rééducateur, s'il suit juste un papier avec ce qu'il a appris dans les bouquins ou ce qu'il a pu lire ou les revues qu'il a pu avoir, peut-être qu'il va se planter. Donc il faut quand même se remettre en question et c'est là l'intérêt du travail d'équipe à mon sens, de se dire que le bon rééducateur c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait analyser toutes les données qu'il peut avoir, qu'il soit de test ou pas, qui a un affect important avec son athlète, qui sait déterminer les phases où il est bien, où il n'est pas bien, mentalement, en accord peut-être avec la psychologue ou le préparateur mental, et qui sait aussi travailler en équipe. Parce que c'est ça, la clé, c'est de travailler vraiment en équipe, quoi. Docteur Debay. Qu'est-ce qu'un bon rééducateur? Et puis Gilles, vous nous donnerez bon rééducateur, effectivement, je pense qu'il doit être formé à cette pratique des tests. Il faut qu'il en ait conscience. Je pense qu'il y a encore beaucoup de rééducateurs qui n'ont pas conscience de ça, comme il y a aussi beaucoup de chirurgiens qui n'utilisent pas ces tests et n'ont pas forcément connaissance de tout ça et de cette importance. Voilà, et puis c'est un rééducateur qui écoute le protocole, mais qui sait aussi s'adapter, qui a une auto-gestion de son propre protocole. Il faut aussi qu'il soit à l'écoute effectivement du patient, mais qu'il le pousse aussi dans ses retranchements. Donc il ne faut pas être trop dans l'empathie non plus tout le temps. Et puis voilà, travailler en équipe, effectivement, ça c'est vraiment important. Et il faut qu'il passe la main pour la réathlétisation lorsqu'il a fini le travail. Ça c'est important. Faire la promotion de ces tests pour qu'ils soient peut-être plus connus. Il faut beaucoup de formation et c'est important. Jules, je suis d'accord, et justement, on va peut-être plutôt parler d'une bonne équipe de rééducateurs, rééducateurs. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur justement cette bonne communication et mettre tout en place pour que ce soit le plus individualisé possible et pas suivre mois par mois les différentes étapes, mais bien de s'adapter aux patients pour que ce soit le plus individualisé possible et pour éviter de se planter. D'accord. Oui, alors en préparant cette émission, justement, pour parler de la complémentarité entre les acteurs, nous, à Réathlétique, on est surtout sur la physio, sur les tests psycho, mais tout l'aspect neurocognition, j'ai bien la perception que c'est quelque chose d'important, mais on n'est pas forcément dessus, il y a encore plein de choses à développer. Et donc, par rapport à la complémentarité de... Oui, bien sûr, moi je suis persuadé que c'est important et de mettre en place
des tests un peu plus représentatifs de ce qui peut se passer sur le terrain. Et parce qu'effectivement, on évalue des choses qui sont faites dans une salle, hors contrainte extérieure, environnementale et hors contrainte stressante. Donc je pense que c'est très très important de mettre ça en place. Après, moi, c'est vraiment pas mon domaine, mais je suis persuadé des bienfaits de ce type de test. Après, pour moi, des tests, ça reste une photographie. Faut pas se tromper. Et c'est une photographie d'un mouvement ou d'un type de mouvement avec les facteurs qu'on aura déterminés à la base pour les évaluer. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en conscience, en compte, c'est comment ça se passe quand il y a la répétition de ces types de mouvements. Comme l'a dit justement Jules, c'est en salle, on est dans un environnement fermé, mais ça permet de donner des bonnes indications sur l'état. Mais ça, pour autant, est-ce que ça veut dire, comme le disait le docteur tout à l'heure, qu'on est prêt ou pas à reprendre en fonction de la durée ou de l'avancée ou du retard pris? Ça, c'est des discussions vraiment importantes à avoir et c'est là que le problème est, à mon avis. Mais par contre, c'est des répétitions d'actions chez les sportifs qui sont capables de générer une certaine force, une certaine puissance, arriver à développer de la vitesse de déplacement. Et c'est cette répétition d'action qui va faire qu'on dit qu'il est prêt ou pas. Donc les tests sont là pour valider un passage obligé, mais après derrière il y a quand même encore tout le reste à mettre en place et cette répétition d'actions qui vont correspondre à ce qui a été généré lors du test. Et donc c'est dans cette voie-là qu'il faut, à mon avis, plus regarder. D'accord. Et du coup, comment le bon rééducateur se forme? Vous avez dit, il y a plusieurs itinéraires, il n'y a pas une voie unique et royale, il y a plusieurs options et chemins. Je dirais que il y a plusieurs corps de métier qui sont engagés. Donc il y a les kinés ou les physios qui sont là pour faire travailler dans la partie réhabilitation, la première phase, mais qui sont aussi assez compétents dans le domaine de la réathlétisation parce qu'ils se sont formés soit dans des DU, soit dans des formations STAPS jusqu'en licence ou en master. Donc ils ont cette double casquette et ils arrivent à gérer correctement ces perspectives de reprise. Et après, il y a le préparateur physique maintenant il y a des DU de réathlétisation qui se font de plus en plus. Donc c'est vraiment un truc hyper spécialisé et dans lequel on arrive à avoir des connaissances qui sont plutôt intéressantes par rapport à ce qu'on a à faire là. Jules, je vous vois acquiescer. Ah oui, Vous êtes d'accord pour vous le meilleur itinéraire, s'il y en a un meilleur ou les différents itinéraires possibles? Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs itinéraires. Effectivement, on peut passer par le cursus STAPS, par des DU, les kinés sont également formés à ça. Et il y a aussi des formations comme on fait à Athlétique, sans vouloir faire la promotion. On a des modules de formation il y en a d'autres ailleurs, mais parler de celles que je connais, des formations sur des modules justement sur toute cette prise en charge, toutes ces différentes étapes, ces tests, et également sur cette phase de réathlétisation. D'accord. Alors, notre émission va bientôt toucher à sa fin. J'aimerais qu'on se récapitule sur les tests existants, donc chez les uns, chez les autres, dans vos cliniques, établissements respectifs, écoles, centres, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut récapituler tous les tests disponibles pour évaluer ce RTS ou RTP? On l'appelle comme ça, au moins on ne s'embrouille pas dans les termes, c'est plus pratique. Bon, je commence par la partie chirurgicale, les tests cliniques, les tests de laximétrie aussi. Il faut que le patient ait peu de laxité pour reprendre. D'accord. Les tests isocinétiques pour comparer les forces des différentes chaînes musculaires. Et puis les tests fonctionnels. Et là, il y a une batterie de tests qui est propre un petit peu aux équipes qui les utilisent. Mais globalement, si je veux résumer, vous pourrez compléter, c'est qu'il y a 4 parties principales qu'on a déjà citées. La partie subjective, la partie neuromusculaire, la partie pliométrie neuromusculaire, la partie d'agilité avec les différents analyses sur des circuits qu'on simule le retour au sport. D'accord. Est-ce que du coup, comme ces tests-là sont développés à l'intérieur, par les équipes de chaque établissement, est-ce que du coup ça se recroise? Est-ce qu'on s'y retrouve? Parce qu'on ne fait quand même pas des choses diamétralement opposées, sinon ça serait un peu embêtant.
Non, effectivement, c'est des tests qui existent dans la littérature et que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Les kinés, les chirurgiens, les médecins, les préparateurs physiques connaissent ces tests-là. Après, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir diffuser et qu'on parle tous le même langage pour travailler autour du patient. D'accord. Donc là, l'émission touche vraiment à sa fin. Je vais vous demander à chacun votre petit mot de conclusion en vous laissant peut-être Rémi vous exprimer en premier parce que je crois qu'on doit vous libérer pour justement retourner sur le terrain parce que je crois que vous avez un entraînement ici, cet échange. Effectivement, ouais. Non, le mot de la fin, déjà, merci pour l'invitation, premièrement. Et deuxièmement, on est tous différents. Les tests fonctionnels et les tests isocinétiques, ils nous permettent de nous rassurer, ils nous permettent aussi de faire en sorte qu'on revienne à la compétition. Mais après, on est tous différents. C'est aussi intrinsèquement et psychologiquement, si on a vraiment envie, on y retourne. Eux, ils sont là pour nous épauler, pour nous aiguiller. Mais c'est vraiment le sportif à la fin qui décide de savoir s'il a envie encore de se faire mal, s'il a envie de continuer, s'il a envie de reprendre du plaisir, ou si tout simplement cette blessure elle n'est pas arrivée par hasard et si c'est la fin ou pas. En tout cas pour ma part, j'ai encore envie malgré mon âge avancé dans le rugby. D'accord. Merci beaucoup Rémi. Jules Opler, votre petit mot de conclusion, que doit-on retenir de ce plateau? Il faut s'affranchir de tous ces délais temporels, mettre en place des critères les plus objectifs possibles pour s'adapter aux patients. Et tout ça doit permettre pas forcément de revenir plus vite, mais en tout cas de revenir dans de bonnes conditions. Merci. Grégory Marquet, un message fort à retenir. Un message fort. Je suis désolée. Non, parce que ça a été clairement résumé. Il faut respecter vraiment les étapes d'évolution. Et je vais insister encore, mais il faut vraiment qu'il y ait un consortium de personnes, un consensus entre les gens. Et il faut bien se dire que l'athlète, il est placé au milieu de tout ça. Et qu'il soit amateur ou professionnel, quand on est engagé dans un process, on se doit de respecter la personne qui est avec nous. Et donc du coup, si on a envie d'aller un peu plus loin, c'est de travailler dans la meilleure direction avec les gens autour de nous. Donc c'est pas imaginer qu'on chacun détient sa petite science, mais par contre, c'est vraiment effectivement de le mettre en priorité devant. D'accord. Faut pas juste remettre la balle au centre, faut aussi remettre l'humain au centre. Ouais, clairement. Mais ça fait partie du processus de toute façon de guérison. L'intégration de l'athlète et sa capacité à se motiver dans le process, quoi. Docteur Guillaume Demey. Tout a été dit, donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est le problème quand on passe le dernier à conclure. Pluridisciplinaire, ça c'est important, et il y a encore, à mon avis, trop de personnes qui font leur travail dans leur coin et ne s'ouvrent pas encore assez tout ça. Donc ça, c'est en train de progresser. Et puis, c'est une prise en charge personnalisée. C'est ça, c'est plus standardisé comme avant. C'est vraiment personnalisé, tourné vers le sportif. Eh bien, merci beaucoup. Donc, moi, il me reste à vous remercier tous les quatre d'avoir participé à ce sujet passionnant, à vous remercier, vous, de nous avoir suivis, à remercier, bien sûr, notre partenaire l'UNIM qui nous soutient, et puis les équipes de Medscore et de Ouvrez l'œil qui nous assurent la production. Nous vous retrouvons dans 15 jours, donc ce sera le 24 octobre, pour parler d'ingénierie de la rééducation. Mais la soirée n'est pas complètement terminée puisqu'il est l'heure à présent de retrouver votre atelier proposé par l'UNIM. Et donc, Aude, vous nous rappelez de quoi nous parlons ce soir, s'il vous plaît? Alors, ce soir, on va parler de l'ouverture du marché de l'assurance emprunteur et donc des lois successives qui ont permis cette ouverture du marché et puis de ses conséquences, c'est-à-dire la possibilité pour le consommateur de faire des économies sur ce poste de dépense. Merci beaucoup. Merci. Bon atelier à tous. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.